Merci à tous d'être de retour, pardon, si j'oublie des mots dès les premiers, ça va être compliqué. Merci à tous d'être de retour pour ce parcours outdoor avec une très jolie table qui se dessine. Je vous en prie, installez-vous tranquillement. C'est une jolie table qui se dessine, je vous disais, parce que derrière chaque pratiquant de sport en pleine nature, il y a des licenciés potentiels. Et il y a de fait une fédération qui correspond à sa pratique et des présidents ou vice-présidents qui tentent de proposer un cap, donner des orientations, définir une manière de concevoir le sport outdoor. Et comme eh bien nous, on aime faire les choses en grand, je vous demande d'applaudir les 3 présidents et le vice-président des fédérations qui vont nous rejoindre autour de la table ronde intitulée « L'engagement du mouvement sportif dans le développement et la promotion des sports de nature ». Sous vos applaudissements, merci Alain Carrière, président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, Frédéric Montoya, président de la Fédération française de randonnée pédestre, Jean-Luc Rigaud, le vice-président de la Fédération française de canoë-kayak qui va monter par la gauche, et Jean-Philippe Stefanini, lui président de la Fédération française de course d'orientation. Merci messieurs déjà de nous rejoindre. Vice-président, c'est le vilain petit canard de la... Non, je rigole, le seul qui n'est pas président. Pour allumer vos micros, je vais m'en charger tout de suite. Oh, ça négociait déjà. Pour allumer les micros, vous appuyez dessous, ils deviennent verts, c'est bon, ils deviennent rouges, c'est pas bon. Voilà, ils devraient tous fonctionner. Je vous laisse répartir les petites sucettes. Messieurs, déjà, un premier chiffre. À vous 4, vous représentez 350 000 licenciés. Alors, sans faire de comparaison avec des sports majeurs qui n'ont aucun sens, n'empêche que ça vous situe, à vous 4, dans le giron à peu près peu ou prou de l'athlétisme, de la natation, de la gymnastique et tout proche du rugby. Est-ce que cette force de l'outdoor, messieurs, vous la mesurez ? Je veux bien commencer à répondre. D'abord, bonjour à tous. J'étais un peu inquiet, mais finalement, vous êtes nombreux. Et le fait que vous soyez nombreux, ça va me permettre d'illustrer un peu votre réponse. Pour ce qui concerne la randonnée, 240 000 licenciés. Et les dernières enquêtes montrent qu'il y a 30 millions de nos compatriotes qui marchent occasionnellement et 5 millions qui marchent régulièrement. Je comprends pour que vous soyez aussi nombreux. Et oui, enfin, en tout cas, moi, j'ai bien conscience de la force que nous représentons. Et sur des sujets spécifiques, quand nous sommes unis, ce matin, il y avait un débat sur l'ONF, par exemple. Hein, on partage les mêmes problématiques et ça peut faire force, effectivement. Oui. C'est important que sur ces sujets-là, on puisse s'entendre. De toute façon, il n'y a pas de question. On s'entend bien sur ces sujets-là. Même question pour on a bien Jean-Philippe. conscience qu'on présente une force et malgré tout, enfin Frédéric vient de le dire, une des caractéristiques de la plupart des fédérations de sport de pleine nature, c'est que le nombre de licenciés que vous venez de citer, c'est infiniment petit par rapport au nombre de pratiquants. C'est-à-dire que Frédéric vient de donner pour la randonnée. En escalade, nous, on a 125 000 licenciés. On chiffre, c'est dur de chiffrer, mais on estime à 2 millions le nombre de pratiquants. Donc, c'est une partie des pratiquants. Et une bonne partie des pratiquants de nos sports ne connaissent même pas l'existence de nos fédérations. En tout cas, pour l'escalade, par exemple, je suis convaincu de ça. La FRF est peut-être plus connue auprès des pratiquants parce que les topos en France de randonnée font référence. Mais c'est un vrai sujet, ça. Mais du coup, on présente une force de pratiquants, de licenciés, vous avez rappelé les chiffres, et un de nos challenges, peut-être qu'on en parlera, c'est qu'on ne regroupe qu'une partie des pratiquants. Exactement, et en plus, on ne regroupe aujourd'hui que 4 fédérations parmi une multitude. On imagine le nombre de pratiquants et le nombre de licenciés qui est d'autant plus important parce qu'il y a toute une foultitude de fédérations qui ne sont pas là aujourd'hui. Jean-Luc, c'est la même question, les distorsions sont les mêmes dans votre fédération ? On est dans le même rapport à la Fédération française de canoë-kayak, et je rajoute et sport de pagaie, parce que ça fait une grande différence avec les engouements récents. 37 000 licenciés, 300 000 pratiquants réguliers, 2,5 millions à 3 millions mal identifiés comme vous par le ministère du Tourisme de tous ceux qui touchent une pagaie une fois par an. Qui n'a pas fait une descente de raft sur l'Isère ou ailleurs, qui n'a pas fait une location de canoë sur l'Ardèche ou fait un tour en mer. Et le grand enjeu de la Fédération française de canoë pour notre sport, c'est de justement transformer ces personnes occasionnelles en pratiquants réguliers, voire, si possible, en adhérents. La chance qu'on a, c'est d'avoir un réseau de clubs et de structures agréés qui propose pendant l'été des encadrements, des animations et tout. Et le tout
et c'est pour nous essentiel, encadré avec sécurité, donc avec des animateurs ou des moniteurs qui accompagnent ces personnes-là. Et quand il y a des moniteurs qui sont formés et passionnés, eh bien on arrive, je pense, à sensibiliser les personnes qui le pratiquent et qui ont peut-être envie un peu plus derrière d'aller retrouver dans leur club, sur leur lieu d'habitation, le club du coin pour s'y engager. Et tout l'enjeu, justement, de cette transformation, ça va passer par la relation humaine qu'on saura tisser, que chaque structure saura tisser à la fédération de faire ce travail. Jean-Philippe, vous, c'est une problématique un peu différente parce qu'on peut difficilement pratiquer la course d'orientation sans être licencié, mis à part une exception, je crois que c'est le raid d'orientation. Sinon, il faut avoir une licence. Pour autant, est-ce que vous mesurez cette force de l'outdoor? Et puis on va rentrer dans le détail de votre fédération dans quelques minutes. Oui, alors nous, on a une particularité, c'est que la course d'orientation, c'est une discipline dans laquelle on a besoin d'une carte et d'une boussole. La boussole, ça s'achète partout. La carte, c'est plus difficile. Donc on est une toute petite fédération, hein. Les chiffres, on est juste sous les 10 000 licenciés. Mais si je regarde, je dirais, on a un événement qui est le raid au bivouac, qui est un raid organisé en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le seul événement sur lequel on a une proportion à peu près 2/3 de non-licenciés, 1/3 de licenciés qui vient participer. Sur les autres événements, on est plutôt à 90-95% de licenciés et quelques non-licenciés. Et puis on le voit aussi à travers les demandes, les déclarations de manifestations sportives. On en gère une dizaine par an de demandes venant de clubs non fédérés qui souhaitent organiser une compétition de ce type-là. Je dirais la force, oui, on la mesure, puisque, je veux dire, ensemble, on pèse beaucoup, mais comme il a été bien rappelé par les intervenants précédents, on n'est rien par rapport à la masse des pratiquants. Donc cette masse des pratiquants, c'est à la fois une opportunité, parce que pour les fédérations, c'est un bassin de recrutement, je vais dire, si on est capable de leur montrer ce que les clubs leur apportent, sont capables de leur apporter, mais c'est aussi des pratiques non encadrées qui peuvent nous poser problème dans nos relations avec les gestionnaires d'espaces naturels dans lesquels on est amené à pratiquer. Évidemment, la cohabitation fait partie des problématiques qu'on va aborder au cours de cette table ronde. On va quand même parler de la promotion et le développement des sports de nature, et pour ça, on va s'intéresser à vos sports d'abord. Et à une problématique, on vient de l'entendre, que vous partagez tous, augmenter le nombre de vos licenciés au regard du nombre de pratiquants énormes qui existent. C'est un objectif commun. Pour autant, vous n'êtes pas confrontés aux mêmes problématiques. Et c'est ce qu'on va essayer de voir au cas par cas. Par exemple, Alain, l'un de vos défis, c'est que l'activité d'escalade se pratique aussi en indoor. Est-ce qu'on peut convaincre un pratiquant en salle d'aller prendre l'air? Ah oui, parce que c'est facile. C'est le plus indoor des sports outdoor, hein, ça c'est clair. Il y a plus de pratiquants. Alors, il y a plus de pratiquants en salle parce qu'on peut grimper loin des falaises, loin des montagnes. À Paris, intramuros, on peut grimper. Il n'y a pas beaucoup de rochers à Paris intramuros. Et le nombre de néo-pratiquants, ceux qui découvrent l'escalade grâce, et moi je dis grâce, aux salles privées d'escalade ou aux structures artificielles d'escalade dans nos clubs, est en très très forte croissance. Ça, c'est un facteur de développement. Nous, l'idée, c'est d'exister dans cette... Et pourtant, notre fédération apporte des services à tous les pratiquants. Quand il s'agit de sortir... Alors, sur le fait... Pardon, je reviens au sujet de sortir en outdoor pour les grimpeurs qui découvrent en indoor. On a fait une enquête récemment, et moi, j'ai été surpris moi-même par le résultat. La majorité des gens qui commencent l'escalade en indoor vont un jour ou l'autre en outdoor. Aujourd'hui, alors faut chiffrer ça, mais c'est un appel pour la pratique, et il est clair aujourd'hui, au moins dans l'image que les pratiquants de salles d'escalade dans nos clubs, le fait que l'escalade soit aussi en outdoor, c'est porté par nos clubs. Chaque club propose des sorties en falaise ou à Fontainebleau quand ils sont en région parisienne, et ça c'est dans notre culture, c'est dans notre ADN que d'emmener nos adhérents sur les falaises, mais même dans les salles d'escalade, la majorité des pratiquants ont bien conscience d'eux, ont envie d'eux, voire vont en falaise quand ils ont pris goût à cette activité verticale. Donc ça se fait... alors il faut qu'on en fasse la promotion, il faut qu'ils soient formés pour le faire en sécurité, qu'ils aient les informations, parce que quand on grimpe de façon autonome, et c'est la majorité des cas dans les salles d'escalade de bloc en région parisienne, on n'apprend pas à grimper en falaise. Donc quand on va aller grimper en falaise, il va quand même faire quelques apprentissages pour le faire en toute sécurité. Là, on a un challenge à relever, et on s'y attelle.
On a peut-être des progrès à faire, mais on s'y attelle. Frédéric, la Fédération française de randonnée pédestre, elle est ultra créative en termes de pratique. J'en ai listé quelques-unes, hein. Le longe côte, le fast hiking, le bâton dynamique, le rando challenge, la raquette, la marche d'endurance, la marche nordique. C'est ça la clé pour essayer de séduire le plus grand nombre, c'est la diversification des pratiques. Oui, et puis, sans oublier la randonnée classique. Hein, Bien sûr, là, la repasse sur la voilà. randonnée que tout le monde connaît. Oui, l'exemple le plus flagrant récemment, c'est la marche nordique, il y a une dizaine d'années, qui est apparue. Bien qu'on n'ait pas la délégation, en proposant dans nos clubs, on a attiré un nouveau public. Le longe-côte, de la même façon. Le longe-côte qui se pratique le long des littoraux, et on a la chance en France d'avoir des kilomètres et des kilomètres de littoral, ça a amené beaucoup de gens à la pratique d'une forme de randonnée. Nous avons la délégation, et donc la multiplication des pratiques, effectivement, renforce notre fédération. Mais par rapport à votre première question, je souhaiterais y revenir. La base de notre activité, c'est effectivement le club, hein, historiquement, voilà, une fédération. On cherche aussi, et j'en parlais à plusieurs d'entre vous lors de la pause déjeuner, on cherche aussi à aller chercher les publics qui ne seront jamais dans les clubs. Qui ne sont jamais les clubs, pas par antagonisme, mais parce qu'ils n'ont pas le temps. Je pense aux familles, hein, avec les enfants, etc. À la question de tout à l'heure, de savoir si le public savait que c'était la fédération de randonnée qui entretenait 226 000 km de sentiers, notamment les GR, dont on fêtera les 80 ans en 2027, la marque blanche et rouge, sur lesquelles vous avez tous marché. Bien non, on s'aperçoit que les gens, quand on mène des enquêtes, ils ne savent pas que c'est la fédération de randonnée qui entretient ces sentiers-là. Et faire en sorte d'aller chercher ces publics-là, en créant, par exemple, une carte de membres des amis de la randonnée, eh bien, pour que les gens soient informés, pour qu'ils nous aident aussi, hein, à entretenir ces kilomètres de sentiers qui font aussi le patrimoine de la France, hein. Ce matin, on a beaucoup parlé de tourisme. La première chose que demandent les gens quand ils rentrent dans un office de tourisme, est-ce que vous avez des circuits à me proposer, hein, c'est donc des circuits de randonnée. Et donc, aller chercher ces publics-là, c'est important. Dans cet aspect-là, ça rentre dans la problématique, alors je sors un peu de l'épure, mais ça rentre aussi dans la problématique des financements. Hein, on sait bien que les finances publiques, elles sont dans l'état où elles sont, que si on s'appuie nos politiques fédérales que sur la recherche de subventions, nous n'y arriverons pas. Et aller chercher d'autres publics fait partie de la stratégie pour nous développer. Jean-Luc, c'est les mêmes leviers, c'est la diversification, c'est essayer de séduire des gens qui, d'instinct comme ça, n'auraient pas signé dans un club. Oui, c'est tout cet enjeu. J'évoquais tout à l'heure le volet humain, mais à la Fédération de canoë, pour la pratique du canoë, il y a une dimension du matériel qui intervient beaucoup. C'est un sport où il y a de la logistique. Dès lors qu'on veut pratiquer une rivière et qu'on la descend, à un moment donné, il faut remonter, il faut des navettes, des organisations. Donc c'est un sport où il y a des limites matérielles qui entrent en ligne de compte plus que dans d'autres sports où il suffit d'avoir rangé ses paires de baskets et puis on part dans la nature. Donc il y a une dimension un peu plus complexe qui demande et qui impose que les clubs soient beaucoup plus organisés et structurés pour accueillir de nouveaux pratiquants, avec les limites qui vont avec. Puis un autre enjeu majeur pour la pratique du canoë-kayak, c'est l'eau. Bien sûr, c'est l'eau et l'accès à l'eau. Et aujourd'hui, puisqu'on est dans la thématique, là, outdoor et territoire, sport et territoire, pour nous, c'est essentiel. La Fédération française de canoë a toujours été très attentive à la préservation de l'environnement et notamment de l'eau. Et puis, on voit bien qu'avec le changement climatique, les aléas se multiplient, à la fois dans des périodes d'excès comme dans des périodes de manque d'eau. Donc, toute cette question de l'accès à l'eau devient prégnant et on a beaucoup de travail à mener avec les collectivités pour les aménagements des bords de rivières ou des accès au littoral et puis avec ceux qui maîtrisent les barrages, donc EDF et toutes les compagnies hydrauliques. La fédération avait créé ce label des gardiens de la nature et on tient à continuer à engager cette démarche-là et à pouvoir la développer. Et puis, ce qu'il faut dire également, on a des lieux de pratique extraordinaires. Entre l'eau calme sur les lacs, l'eau salée, tous les littoraux, on se retrouve dans la même situation. Et puis l'eau vive en rivière. Et à chaque fois, il y a une préoccupation permanente également, c'est tout ce qui est mise en sécurité du pratiquant. Parce que c'est aussi un sport, on entend tous les ans malheureusement qu'il y a quelques noyades ici ou là. Souvent par celui ou celle qui a tendance à aller acheter tout seul chez Decathlon son canoë gonflable
incontrôlable. Le gonfle, c'est même pas de casque, à peine un gilet, et puis qui part un peu comme ça. Et ça fait partie aussi de nos champs de développement et de nos champs de préconisation pour arriver à ce que du pratiquant occasionnel, on arrive à faire justement une pratique encadrée, sécuritaire, avec le maître mot qui doit rester, faire glisser son canoë sur une rivière dans la nature, c'est le plaisir. Et c'est le plaisir du rapport à la nature, et ça, je crois que nous y sommes très attentifs. Jean-Philippe, en termes de développement, vous êtes confronté à un autre défi, c'est que la course d'orientation est un sport estampillé scolaire, presque exclusivement. Comment on sort de l'école? Comment on peut sortir de ce cadre-là si spécifique? Je crois que il y a un aspect, c'est qu'on a, dans le passé, c'est historique, on a choisi comme dénomination la course d'orientation. Le mot course, il est peut-être pas très très bien placé, parce que y a un certain nombre de gens qui, quand on leur dit course d'orientation, ils imaginent qu'ils vont devoir courir. Ouais, c'est ça. Ils vont devoir courir et c'est pas forcément. Donc moi je dirais c'est bon, on cherche à développer du sport d'orientation. On a un axe de développement qui est le fait de pouvoir proposer des pratiques qui sont plutôt des pratiques de loisirs en lien avec les territoires, de façon à découvrir le plaisir de parcourir un territoire, de trouver une balise à un endroit donné en lien avec des aspects patrimoine, en lien avec des aspects environnementaux. Donc ça, c'est un aspect important qui implique qu'on ait accès à la nature. Et ça, c'est une des autres difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Il faut pouvoir proposer. On est une petite fédération, mais aussi on est un nombre de clubs qui est très réduit. On a un peu moins de 200 clubs. Si je regarde ça comparé au nombre de communautés de communes, en France, il y a à peu près 1500 communautés de communes. Donc ça veut dire que si vous voulez pratiquer la CO, trouver un club à côté de chez vous, vous avez une chance sur 5 simplement de pouvoir le faire. Donc voilà, on a des axes pour de développement, de façon à être plus présent sur le territoire, à sortir de cette image compétitive pour pouvoir attirer des gens sur une pratique qui leur permet de découvrir une carte, de se faire plaisir dans la nature avec une carte. Parce que je dirais, le sens de l'orientation, ce n'est pas un sens, ce n'est juste il n'existe pas, il n'a pas été démontré scientifiquement. Donc tout le monde est capable de prendre une carte et de se faire plaisir avec une carte. On va parler de l'entonnoir. Ceux qui n'ont pas fait maths spé, maths sup, accrochez-vous un petit peu, je vais donner quelques pourcentages qui vont s'enchaîner. 47% des Français pratiquent en plein air, mais sur ces 47%, seuls 24% des pratiquants font du sport dans un club ou dans une association. L'entonnoir n'est pas terminé. Sur ces 24%, seuls 7 d'entre eux participent une de leurs activités de pleine nature dans le cadre d'un club. En gros, on passe de 33 millions de sportifs à 7 millions de licenciés, puis à 500 millions de licenciés dans des activités de pleine nature. D'où cette question brillante, Alain. Comment faire... Comment 500 000. 500 000, ouais. 500 millions, j'ai dit. On aimerait bien. Ça fait beaucoup. Ouais. Merci. Merci, Olivier. Alain, d'où cette question brillante. Comment on fait pour faire basculer les pratiquants à la licence et pourquoi dans votre fédération? Parce qu'on a bien compris pour les autres qu'il y avait un intérêt. Et pour votre cas particulier, quels sont les leviers? Comment on fait pour faire venir les gens? Les leviers, il y a à valoriser le travail accompli. Par exemple, si je prends pour ma fédération, les falaises, quand on va au pied d'une falaise qu'on veut grimper, elles sont très souvent, dans la majorité de celles qui sont utilisées pour grimper, elles sont équipées de points pour progresser en toute sécurité. Ça, c'est issu de travail essentiellement de notre fédération, pas que, on n'est pas le seul acteur sur le sujet, hein. Il y a d'autres fédérations qui le font, un peu moins que nous, mais qui quand même, il y en a d'autres fédérations, il y a même des guides qui équipent des falaises, comme ça ils peuvent bosser l'été. En tout cas, cet équipement des falaises, il est pas ou peu connu, et pourtant, grosso modo, la fédération, c'est 1 million qu'on met sur l'équipement des falaises tous les ans. Les gens qui grimpent en falaise, certains pensent peut-être que les points d'assurage ils poussent tout seuls, mais c'est pas le cas. Et là, on a un travail de communication, de valorisation de ce travail, par exemple, accompli. Il y a aussi, donc il y a beaucoup de com qu'on doit améliorer pour valoriser le travail que nous faisons et la plus-value à pratiquer dans un club aussi. Parce que quand on pratique dans un club, on pratique dans une structure
convivial, collégial, où on rencontre d'autres pratiquants, d'autres pratiques. Ça donne des ouvertures qu'en pratique individuelle, on ne peut pas avoir. Donc il y a un travail de valorisation du travail déjà que nous accomplissons, et puis aussi de valoriser l'avantage de la pratique en club, en collectivité. Mais ça, c'est le deuxième sujet. C'est un sujet qui est partagé par tous les sports de pleine nature sur lequel on pourra travailler ensemble. Il y a le faire savoir et le savoir-faire qui parfois sont un peu difficiles à mettre en corrélation. Bien sûr. Si je peux compléter. Bien sûr. C'est vraiment une question de fond. On a parlé tout à l'heure de l'offre. Quand on élargit l'offre, ça amène des nouveaux licenciés. Je voudrais passer les choses sur 2 niveaux. Le premier niveau, c'est aussi s'appuyer sur notre réseau. Je parle pour la Fédération de randonnée, bien entendu. S'appuyer sur notre réseau. 3500 clubs. Et c'est là que ça va donner envie aux gens de rejoindre un club. Vous savez, les gens, ils rejoignent un club souvent pour... D'abord qu'on ramène les gens à l'heure et en bonne santé, par rapport au point de départ, c'est important. C'est pas mal, oui. Oui, voilà, c'est quand même la sécurité, c'est quand même le cœur de nos préoccupations. Et puis, c'est l'ambiance qu'on va créer. C'est ça qui va donner envie de revenir aux gens. Et cette ambiance, elle est contributive du lien social qu'on représente. Moi, j'ai des milliers de cas de gens qui disent des personnes isolées, souvent des femmes seules, et qui se disent la randonnée de vendredi, elle est bien maintenue. On voit bien qu'il y a l'attente derrière, de faire l'exercice physique, mais aussi de rester en contact avec les copains et les copines. C'est important. Comment aussi le deuxième niveau, on l'évoque assez peu, c'est tout ce qui tourne autour du e-club. Oui, j'allais vous en parler, les réseaux sociaux et les rencontres physiques de gens qui ne se connaissent pas à l'origine. Voilà. Donc nous, bien sûr, on mène cette réflexion, elle est importante. On a une petite problématique à la Fédération de randonnée, c'est que notre moyenne d'âge est de 64 ans. Et donc, et à chaque fois qu'on recule l'âge de la retraite, notre moyenne d'âge augmente. Et donc, future réforme. Voilà. Donc, on a quand même ce problème-là. Et malgré tout, ça nous interpelle. Et là, il y a du plus jeune public qui y sont sensibles. Je visionnais une vidéo récemment, et j'en parlais tout à l'heure, où nous montrait que la sortie du samedi soir, de s'abreuver d'aller en boîte, elle était remplacée par la sortie du dimanche matin, entre jeunes. Tiens, on se donne rendez-vous à tel endroit, comme vous disiez, des gens qui ne se connaissent pas. Et il faut qu'on se pose cette question-là. Parce que d'un côté, on ne peut pas se réclamer, et moi je m'en réclame, d'être les experts de la randonnée, et pas faire en sorte que les gens nous identifient comme tels. C'est un peu la même problématique qu'on évoquait tout à l'heure sur les GR. Et il faut qu'on soit présent sur les réseaux, etc. Et nous avons un petit temps de retard, mais on s'y attelle à être plus meilleurs dans ce domaine-là. Surfer la nouvelle vague, justement. Ça va être la question qui découle, Jean-Luc, parce que vous avez connu les joies de l'olympisme, en tout cas votre fédération, avec des nouvelles pratiques. Est-ce que vous avez ressenti, on en est toujours à discuter des leviers qu'il ne faut pas sous-estimer pour augmenter la visibilité de vos sports, est-ce que vous avez ressenti un effet JO depuis Tony Estanguet, j'ai envie de dire? Alors, je regarde mes petites notes en même temps pour pas dire de bêtises. 5% d'augmentation de licenciés depuis l'effet JO. C'est pas tellement, c'est pas tant que ça. C'est ce que j'allais dire. C'est bien moins que de nombreux sports. Je disais tout à l'heure, il y a la limite de sport immatériel parce que quand des jeunes viennent taper à la porte des clubs, ou des moins jeunes aussi, parce qu'il y a également des seniors qui se mettent à la pratique, etc. Eh bien, il y a les limites du matériel par rapport à ce type de sport. Donc, ça reste compliqué. Nous aurions pu aller plus loin. Cela montre bien qu'il faut aussi, au-delà de la médaille et de l'exploit sportif, parce qu'on a la chance d'avoir ce sport olympique qui porte les résultats, puis qui amène également quelques moyens de l'État encore pour le soutien au haut niveau. Ça, c'est bien pour la Fédération de canoë. Elle en manque encore aussi, bien que... Enfin, c'est un autre sujet. Donc, il faut que l'on continue à donner envie et qu'on raconte une nouvelle histoire, ou l'histoire qui va bien avec ce sport. Je parlais tout à l'heure des enjeux de l'environnement et de la nature. Ça en fait partie aujourd'hui dans l'engouement que l'on puisse avoir pour le développement du canoë. Et là, avec la nouvelle équipe, on est justement en train de faire le projet de développement dans une vision à 5 ans et même à se projeter à 10 ans pour donner les nouvelles orientations de la fédération. Donc il n'y a pas eu d'effet kayak cross, je suis un peu déçu. Moi, je vais compléter parce qu'on était aussi. Bien sûr, nous, l'effet JO 2024, on est à plus 4-5% depuis 20 ans à la fédération.
L'escalade, c'est le sport qui monte, hein, vous êtes au courant. Et donc, il n'y a pas eu d'effet C'est JO. excellent. Vous devriez en faire un slogan, c'est excellent. Il n'y a pas eu d'effet JO dans le sens où il n'y a pas eu d'accélération, mais parce qu'il y a un facteur limitant majeur. C'est comme je vous le disais, on est un sport outdoor, mais on est aussi indoor, et les nouveaux licenciés viennent en très grande majorité de l'indoor, et ce qui limite, c'est le manque de structure indoor pour accueillir. En gros, l'effet JO, c'est les listes d'attente ont augmenté. Voilà. Malheureusement, c'est en tout cas ce que j'ai dit à la ministre quand elle m'a demandé quel avait été l'effet JO. C'était un message très direct. Oui. Les sports de pleine nature en général sont aussi confrontés à des contraintes, on l'a vu ce matin, des défis très spécifiques, tantôt naturels, tantôt humains. Il y a une problématique qui a été abordée autour de cette table même, c'est celle de la cohabitation. Est-ce qu'elle est simple quand vos sports se pratiquent dans des territoires ouverts, Jean-Philippe ? La cohabitation, est-ce qu'elle est simple quand on la pratique dans des territoires ouverts ? Non. J'imagine que vous avez quelques anecdotes et quelques exemples. Elle est extrêmement compliquée. On est un sport de nature et en ce qui nous concerne, je dirais, en termes de sport fédéré, chaque fois qu'on veut pratiquer dans le cadre d'une compétition, il va falloir qu'on dépose une déclaration et il faut qu'on ait l'autorisation des propriétaires fonciers. Oui, parce que la nature même de votre sport, c'est de sortir des chemins. Bah oui, nous, on va dans les parcelles. Alors, en plus, on va dans les parcelles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, on a, depuis, 4-5 ans, des difficultés aussi bien dans les forêts privées que dans les forêts du domaine privé de l'État, c'est-à-dire les forêts domaniales, puisqu'elles ne sont pas... C'est pas des forêts publiques, hein, c'est des forêts du domaine privé de l'État, qui viennent, je dirais, pour moi, d'une tendance des gestionnaires à considérer que toute activité de pleine nature comme la nôtre a des impacts négatifs sur la diversité biologique, sur la faune et sur la flore. Moi, j'ai des dizaines, des vingtaines, tous les ans on fait des études d'impact, et tous les ans, les écologues indépendants qu'on paye pour faire nos études d'impact reviennent avec des rapports dans lesquels ils nous écrivent que il y a peut-être eu une trace qui s'est créée, mais que le mois suivant la trace avait disparu, que 6 mois après, quand ils comptent les espèces de telles fleurs herbacées ou de tel animal, il n'y a pas d'impact. Mais ça, je veux dire, ça ne nous sert à rien, puisque certains des gestionnaires, pour eux, je dirais, c'est par principe, on a un impact négatif. Vous êtes victime d'un a priori négatif. Il y a un a priori négatif, et puis il y a un autre aspect, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, dans certains cas, les pratiques non fédérées nous amènent des problèmes simplement parce que ces pratiques non fédérées, je dirais, ont lieu dans un cadre qui n'est pas négocié avec le propriétaire foncier et peut poser problème. On a eu il y a quelques années des problèmes dans le Larzac où il y a de la pratique non fédérée, je dirais, utiliser des cartes qui avaient été donc recopiées, voilà, et ces pratiquants, ils oubliaient qu'il fallait refermer une clôture une fois qu'on était passé, parce que c'est fondamental pour l'activité d'agro-pastoralisme. Et que quand, je dirais, l'agriculteur, il a passé 2 soirées à courir derrière ses moutons, quand vous revenez la semaine suivante et vous lui demandez de pouvoir organiser une compétition sur place, il a une image tellement négative de votre pratique sportive qu'il ne vous dira jamais oui. De la même façon, je veux dire, on a des discours extrêmement ouverts de la part de nos amis chasseurs sur le partage de la nature. Moi, je veux dire, ça me pose, la chasse ne me pose pas de problème. Je considère que c'est une activité qui est indispensable en milieu rural. Mais quand les chasseurs nous demandent de payer pour avoir accès à de la forêt domaniale, j'ai un drôle de sentiment sur qu'est-ce que ça veut dire partager la nature. Frédéric, justement, vous m'aviez parlé de la relation...
Oui, on se fait saboter. Ouais. Je voulais, Jean-Philippe, merci de parler des chasseurs. S'il vous plaît, j'ai une demande à formuler. Ne nous envoyez pas des tomates ou des sifflets par rapport à ce qu'on va dire, parce qu'il se trouve que tous les trois, mais peut-être vous aussi, on négocie, on s'assoit à la table pour discuter avec les chasseurs. Moi, je vais parler de ce que je connais. Dans ma propre fédération, je ne suis pas toujours compris. Je voulais évoquer là les conflits d'usage, etc. Et je sais que moi-même, en vieillissant, j'ai changé. On gagne toujours à s'asseoir autour de la table, même si c'est parfois difficile avec les chasseurs. On gagne toujours à s'asseoir autour de la table. Tu le disais à voix basse, c'est vrai que la différence avec nous on n'a que nos paroles, eux, ils ont des armes à feu, et donc il faut faire attention. Mais malgré tout, on gagne toujours. On a eu quelques avancées quand même hein, dans les discussions qu'on a pu avoir, et ces conflits d'usage sont importants. Je crois que, c'est pas moi qui anime le débat, mais je crois qu'Alain, parce qu'il est plus performant que moi sur l'accès à la nature, c'est un sujet sur lequel tu t'es pensé, et c'est important. Ouais. Il est multifactoriel, hein, le problème de partage de l'accès à la nature, parce qu'effectivement, les usagers sont nombreux. Il y a les autres usagers humains, il y a d'autres sports, et on cohabite. Mais il y a les chasseurs, effectivement, il y a les propriétaires. À chaque fois, c'est des sujets qu'il faut adresser de façon différente. Et d'expérience, ça se résout par le dialogue. Ça ne se résout pas par des armes pour les chasseurs. Avec les chasseurs, moi j'ai des exemples très concrets de falaises d'escalade qui avaient été interdites parce que le maire subissait la pression des chasseurs qui sont par ailleurs ses électeurs. En général, hein, les grimpeurs ils viennent d'ailleurs, ils ne sont pas électeurs. Le maire avait fermé l'accès à la falaise sous pression de quelques, et c'est pas majoritaire, hein, mais il suffit de quelques-uns qui fassent pression et ça a été fermé. Notre structure locale a été, après multes réunions, on a fini par obtenir la réouverture. Tu parlais des dommages issus par des pratiques de pratiquants non fédérés. Dans les Bauges cet été, il y a une falaise qui a été interdite d'accès pour grimper parce que plusieurs grimpeurs individuels ont traversé un troupeau à plusieurs reprises, râlé quand le propriétaire les a remarqué qu'il fallait peut-être faire le tour de la barrière. Et puis avec 3-4 réunions de notre comité territorial, la falaise. Donc il y a beaucoup de... Il faut un travail de contact permanent avec les autres usagers. Les organisations de protection de la nature, j'en fais partie, mais en tout cas quand on parle d'accès aux falaises et de protection de la nature, il faut s'expliquer qu'on a peut-être des points de vue initiaux qui sont différents, mais en se causant, on peut trouver des terrains d'entente. On a le sentiment que la promotion de vos sports passe aussi par la communication, par la construction, vous l'avez dit, d'une histoire et peut-être même d'une nouvelle manière de communiquer. Pour autant, on a le sentiment que l'argument d'un mode de vie plus naturel est indémodable en fait. Est-ce que vous avez ce sentiment-là aussi que, notamment depuis le Covid, et on ne cesse de le rappeler, on a plus envie d'être dans la nature, de sortir, d'aller se balader. Je pense notamment à Frédéric ou à vous, Jean-Luc. Alors, si vous voulez, pour nous, dans un monde qui est en quête de sens, je crois que c'est assez ça en ce moment, les sports de nature ne sont pas une mode, donc ils ne sont pas indémodables. Je crois qu'ils sont une réponse aux attentes de beaucoup, semble-t-il. Bon, c'est un peu philosophique, mais de manière plus pratique, on voit bien qu'il y a des demandes de reconnexion à la nature très fortes. Et c'est vrai que le canoë-kayak, ça offre cette expérience unique avec un outil simple, hein, une pagaie, un bateau, de l'eau. Et essayer de trouver un sens de la glisse et y trouver du plaisir. Ça commence d'abord par là. Et puis voir son territoire un peu loin depuis une côte ou au milieu d'un lac ou en glissant le long d'une rivière, c'est un regard différent qui, je crois, aujourd'hui apporte beaucoup à l'apaisement de chacun. Donc j'encourage vivement à venir découvrir cette activité. Très belle publicité. Je crois que le virage, c'est la crise sanitaire. Hein, il s'est passé un an, en tout cas pour nous, au niveau de la randonnée, un certain nombre de choses. Rappelez-vous les lois restrictives, que je n'ai pas commentées, qui interdisaient d'abord 1 kilomètre, puis après 10 kilomètres, sans plus de 6 personnes. Hein, et nous, on a eu des animateurs qui étaient verbalisés à des sommes importantes, hein, plus de 600 €. Enfin, c'était 135 € par personne qui dépassait les 6 personnes autorisées. Hein, et des gens ont pris l'habitude de marcher, de marcher seuls. Hein, et ne sont plus dans nos clubs. Et par rapport à ce que vous évoquez, le sujet sur la communication, eh bien c'est effectivement c'est important. Hein. On vient de sortir, nous,
alors ça sera pour le prochain printemps, on a réédité la charte du randonneur, qui rappelle les principes fondamentaux. Ceux qui sont connus, c'est de ramener ses déchets, etc. Mais on va un peu plus loin, pas couper les sentiers, etc. Et donc, on essaye de sensibiliser nos publics au travers de documents de cette façon-là. Mais en même temps, on parlait tout à l'heure du numérique. Je crois que là aussi, on doit être vigilant. Les applications, c'est bien, à condition qu'on en ait un bon usage. J'ai une application avec un fond de carte, ça m'emmène où je veux, mais est-ce que je suis sûr que je respecte l'environnement au travers de cela ? Le mieux, c'est de marcher avec l'application de la Fédération de randonnée, Marando, où il y a 10 000 parcours dessus, reconnus, entretenus, et qui vous ramènera au point de départ sans difficulté. Merci Jean-Philippe. Même question sur l'aspect communication. Est-ce que la Fédération française de course d'orientation a pour objectif ou ambition de développer, améliorer sa communication ? Oui, ça, je dirais forcément, ça fait partie des missions fédérales. Mais pour revenir à la première question sur est-ce que la nature c'est une mode ? Moi, je ne sais pas si c'est une mode, mais ce que je perçois, c'est que c'est un besoin naturel de l'homme d'être en contact avec la nature. Et il y a eu, me semble-t-il, la semaine dernière dans Le Monde, un article sur cet aspect complémentaire de l'accès à la forêt, dans lequel, il était montré que la valeur apportée par la pleine nature, et plus particulièrement la forêt, dépassait de façon, je crois que c'est 4 ou 5 fois, la valeur du bois qu'on en extrait. Donc à la fois par des apports sur la biodiversité, sur la santé mentale, etc. Donc je crois qu'il y a un vrai besoin de l'humain d'être en contact avec la nature, et que notre discipline, parce qu'elle sort des chemins, parce qu'elle permet d'aller dans les parcelles, c'est sans doute la discipline qui est le plus proche de la nature, parce que ça vous permet d'aller dans des clairières, tout en respectant le milieu dans lequel on pratique. Il est malin, Jean-Philippe. Moi, je peux vous emmener sur des randos, moi qui suis un contemplatif, où vous allez pleurer, parce que tellement c'est beau. C'est pas de concurrence, on sait que... Par rapport à votre première question, juste un mot, si vous le permettez. On constate, là aussi depuis le Covid, qu'il y a une appétence des jeunes autour de l'itinérance. Je ne porterai pas de jugement sur ce qui a été dit ce matin sur le nombre de tentes autour des refuges et qu'ils soient abandonnés ou pas, mais on voit bien que chez les plus jeunes, il y a ce goût de l'itinérance. Je voulais le souligner. Ouais. Pardonne-moi, Alain. Non, pas de souci. Donc sur la question, est-ce que dans le domaine de communication, qu'est-ce qu'on s'apprête à faire ? Nous, clairement, on change de braquet. On vient de recruter une community manager parce qu'on a bien conscience que... Alors nous, contrairement à toi, tu le sais, Frédéric, moyenne d'âge inférieure à 18 ans, on a 52% de pratiques de licenciés qui sont mineurs. Et donc, on voit bien que, moi, je suis loin de ça, qu'il faut que, question com, on change de calibre et de braquet. Et là, on vient de le faire. On a recruté une community manager parce qu'on a bien conscience que dans le milieu de l'escalade, dans le milieu des jeunes, il y a des tribus qui se constituent autour d'un athlète, autour d'une falaise, etc. Et nous, je ne pense pas qu'on a complètement raté le train, mais en tout cas, on est en train de le prendre. Et puis, on a choisi la grande vitesse. On a beaucoup parlé du développement et de la promotion des sports de nature, mais pour développer et promouvoir les sports de nature, il faut aussi être soutenu. Or, la politique sportive en France semble reculer sur tous les fronts. Le sport, de manière générale, a été amputé, raboté. Le sport grande cause nationale, je pense que vous ne me contredirez pas, semble oublié aujourd'hui. Est-ce que vous en ressentez les conséquences dans vos fédérations respectives sur le fait que le sport aujourd'hui est... À la Fédération française de canoë, évidemment, les dotations nationales sont en baisse, bien que,
comme je le disais tout à l'heure, le fait d'être un sport olympique et d'avoir eu quelques belles médailles continue à soutenir des aides importantes de l'État français. Tant mieux. Mais pour autant, il faut se diversifier et ça fait partie des enjeux. Il y a plusieurs réponses. Une dont nous avons déjà débattu, élargir le panel d'adhérents pour asseoir plus largement les ressources de la fédération. Ça, c'est un enjeu, notamment avec les jeunes, parce que même si c'est un sport où la moyenne d'âge est plus jeune, il y a une tendance au vieillissement et le renouvellement des jeunes devient un vrai sujet dans la discipline canoë-kayak, donc avec la formation, etc. Et puis également, la deuxième ressource que nous essayons de développer, c'est lié justement à ce que peut apporter la Fédération française de canoë dans le volet tourisme et grand public, des 2,5 millions de pratiquants très occasionnels, en matière de services, d'accès à l'eau, de régulation de celle-ci, de formation des encadrants, et puis de tout ce qu'on peut amener derrière comme assurance, etc. Donc là, il y a un nouveau champ qu'on est en train, là aussi, de mettre en place pour bientôt pouvoir faire des propositions aux structures agréées notamment. Alors, sur la baisse du budget que l'État s'apprête à mettre, on va voir ce que ça va venir, mais moi je suis réaliste et je ne suis pas très optimiste sur le sujet. Bon, le mouvement sportif s'est battu, la semaine dernière à la fête du sport, on avait tous un macaron et quand la ministre nous a serré la main, on avait de quoi rappeler qu'on était en colère. Cela étant dit, moi je vois deux impacts quand même qui sont particulièrement inquiétants. C'est d'abord la suppression du coupon sport pour les 7-13 ans. Rien que pour nous, je crois que c'est 15 000 jeunes qui en bénéficiaient l'an dernier. On est trop tôt dans le début de saison pour faire des statistiques. Je crains que les plus jeunes, en tout cas issus des couches sociales qui bénéficiaient de ce coupon sport, une partie n'ait pas pu renouveler en licence cette année. C'était pas, alors on cache ça derrière 70 € pour les plus âgés, mais en tout cas sur les plus jeunes, je trouve ça vraiment, moi ça me met vraiment en colère, ça, à ce point-là, parce que là c'est une perte sèche pour des jeunes pratiquants dès cette année probablement. Le deuxième point qui étant sur la baisse des revenus de l'État, c'est que je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui manque pour le développement de notre sport, c'est des structures d'escalade dans les villes. On n'est pas dans l'outdoor, mais en tout cas en termes de développement des pratiques et les difficultés budgétaires de l'État et des collectivités locales fait que je crains beaucoup pour le devenir des équipements sportifs en France qui permettent de nouveaux pratiquants. Alors c'est sûr que c'est pas vrai pour l'outdoor et les falaises, voilà, on a des subventions, on met des bénévoles, on met de l'argent sur notre budget pour équiper les falaises, ça va perdurer. Mais la baisse des subventions de l'État, on le conteste, on se bat avec le CNOSF pour limiter la casse. Il ne faut pas se rêver, ça ne va pas augmenter. Et un des sujets qui est le nôtre, sur lequel on met beaucoup d'énergie, c'est de diversifier, de modifier le modèle économique des fédérations sportives, en tout cas de la nôtre. Pour nous, le budget les subventions qu'on touche de l'État, c'est moins de... On a beau être présent à 3 Jeux Olympiques, on est triolympique, hein, on est été, hiver et paralympique. Les subventions de l'État, c'est 10% de notre budget, donc c'est pas grand-chose quand même. Mais malgré tout, on sait que cette part... le montant et la part à long terme, ça va diminuer. On se doit de diversifier notre modèle économique et c'est ce sur quoi on travaille avec d'autres fédérations. Il y a un groupe de travail du CNOSF sur le sujet. Il est clair qu'on a déjà été touché. Alors on a déjà été touché parce que les subventions qu'on a touchées cette année ont été en baisse. Alors on n'est pas olympique, mais on a quand même perdu 25% sur le haut niveau. Donc c'est pas rien. Je veux dire, le haut niveau, ça fait partie des choses sur lesquelles, puisque on a une discipline, la course d'orientation pédestre, qui est reconnue de haut niveau. Je veux dire, les athlètes, le budget qu'on a perdu de l'État, on a été le prendre dans la poche des licenciés. Voilà, c'est-à-dire qu'on a recruté 2 mi-temps pour compenser, sur nos fonds propres pour compenser cette baisse de la part de l'État. Je rejoins le point sur les passeports. Je veux dire, supprimer le passeport pour la tranche 7-13 ans, c'est nous couper la capacité de recruter dans les milieux les plus populaires des jeunes à l'âge où ils vont découvrir le sport. Parce que pour nous, la découverte du sport, c'est dans la tranche, je veux dire, 10-13 ans. Voilà. Plus de passeport sur cette tranche d'âge, c'est un élément extrêmement négatif.
bon, je ne suis pas optimiste. Et comme les autres fédérations, je pense que nous travaillons depuis des années dans l'optique de réduire notre dépendance. La grande difficulté qu'on a en étant une toute petite fédération, c'est de trouver des partenaires. Et ça, je pense que là aussi, on aurait intérêt à travailler ensemble entre toutes les fédérations de la outdoor, parce qu'il y a sans doute des partenaires qui peuvent être intéressés par avoir comme partenaire l'ensemble des fédérations d'outdoor et pas uniquement une petite fédération comme la nôtre. Merci. Je vais reprendre un peu dans le même sens de mes collègues. Votre question, au-delà, elle interroge sur les modèles économiques de nos fédérations. Moi, je suis un peu comme Alain. En tant que fédération, en tant que siège, on vit assez peu des subventions de l'État. Par contre, nos comités présents dans tous les départements de France ont déjà eu à souffrir. Un seul exemple, le département de l'Hérault, qui donnait 50 000 euros au comité départemental de la randonnée, est passé de 50 000 à zéro d'une année sur l'autre. Et nous aurons à souffrir encore plus certainement l'an prochain. On peut toujours se regarder, se lamenter, etc. Je pense qu'il faut agir et chercher de nouvelles formes. Mes collègues l'ont dit. Moi, avec un petit sens de la provocation, vous connaissez tous le chemin de Stevenson. Si demain le Stevenson s'appelle Stevenson AXA et qu'il me donne 2-3 millions AXA, je signe. Il y a bien des bateaux qui ont des tranches de jambon sur leur voile. Pourquoi les chemins de randonnée, hein, cette quête de partenariat, il y a le mécénat aussi qui est important, hein, c'est un des éléments sur lesquels on doit s'appuyer. Et puis moi je le dis, et ça aussi parfois ça choque, pendant la campagne du CNOSF on en a débattu, c'est de se poser en prestataire. C'est-à-dire, alors ça, il y a beaucoup de gens qui vous regardent avec des grands yeux. Quoi, t'es bénévole, tu portes les valeurs du bénévolat et tu veux faire du business avec notre activité de randonnée ? Bah oui, parce que si je veux continuer de développer ma fédération, si je veux continuer à offrir le meilleur, il faut bien que je trouve des financements quelque part et que les clubs se posent que les comités se posent en prestataires, en faisant marcher des gens sur lesquels il pourrait y avoir des financements, eh bien, il faut s'y engager. On a une autre difficulté, nous, c'est que nous sommes la première maison d'édition de guides de tourisme avec les topo-guides. Hein, c'est un quart de notre budget, pas loin de 300 000 topo-guides qui sont vendus par an. Et j'en parlais avec la dame des éditions Glénat. Et il y a une désaffection aussi du papier. Alors, on ne peut pas tout mettre sur le numérique, hein, c'est un peu plus compliqué que ça, mais qui nous oblige aussi, quelque part, à mener cette réflexion de façon urgente. D'ailleurs, Jean-Philippe a habilement soulevé une question, celle du fait que est-ce que les sports de nature seraient considérés davantage par les partenaires ou même par l'État s'ils étaient amenés à travailler main dans la main ? Alors vous me voyez venir. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'un rêve totalement utopique d'imaginer une super licence, la super licence outdoor, ou en tout cas un organe qui vous permettrait de travailler conjointement et d'aller démarcher avec la force énorme des 28,8 millions de personnes qui pratiquent des sports outdoor. Si dans votre question, c'est la fusion des fédérations outdoor, mes collègues vous répondront en disant que ce n'est pas la bonne solution. J'ai la chance, avec ma collègue... La collaboration, ce serait déjà un bon pas. Vous allez voir, j'y viens. Avec ma collègue de la FFME, là, dont le président est là, vice-présidente, Isabelle Watt, on co-préside un groupe de travail au CNOSF sur les sports de nature. Et je pense, et Jean-Philippe participe à ce groupe de travail. Je vais vous inviter à y participer. Ça fait longtemps que j'essaye de te joindre. Hein. Il y a beaucoup de fédérations qui sont concernées, et c'est là qu'on peut faire force. Le CNOSF représente toute fédération sportive, 120 en France. Ce groupe de travail, alors, qui est passé d'une commission à un groupe de travail, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une force. Hein, c'est une force de frappe qui est à la disposition des fédérations. Ce matin, tout à l'heure, ça a été évoqué le problème, j'insiste, qu'on rencontre avec l'ONF. Au CNOSF, on va se battre pour qu'enfin aboutisse la signature d'une convention avec l'ONF. Chacun d'entre nous négocions avec l'ONF, mais là, c'est l'occasion de faire force. C'est en cela qu'on sera plus fort. Après, j'en parlais tout à l'heure avec Alain, il y a des spécificités. Oui, avoir une super fédération qui regroupe tous les sports de nature, je
pense que ce ne serait pas une bonne réponse à un vrai sujet. Le vrai sujet, c'est que, et la commission de sport de nature que tu vas co-présider avec Isabelle va adresser ces sujets. Il y a des sujets qui sont communs et on a tout à gagner à s'y présenter ensemble. Alors il y a la relation avec l'ONF, il y a valoriser auprès de tout citoyen l'ensemble des sports de nature, avoir des campagnes de com et de promotion, ça peut être un sujet. Avoir une surassurance pour les gens qui, au-dessus des assurances de chacune des fédérations, avoir une seule assurance commune dans toutes les fédérations. Il y a tellement de spécificités, les accidentologies ne sont pas les mêmes, ce serait des débats sans fin avec les assureurs. Mais compléter les assurances de base, des assurances par une surassurance quand on pratique en site naturel. Vous savez que nous, on a eu un gros sujet quand même sur un accident qui a beaucoup bousculé, enfin je ne sais pas si vous le savez, mais le milieu des escalades. Peut-être à l'époque, on s'était dit, mais peut-être que pour compléter ce que chacune des assurances fait, avoir une assurance interfédérale. Ça avait été discuté il y a une dizaine d'années au sein du SNEF, ça n'a pas débouché. Mais en tout cas, cette commission des sports ce groupe de travail, des sports de nature vise à coordonner l'ensemble des fédérations de sport de nature sur les sujets où ils ont à gagner à travailler ensemble. C'est ça l'objet, et ça démarre ces jours-ci, ça reprend ces jours-ci. Et donc moi, c'est plutôt dans cette piste-là qu'à d'avoir un super organisme, quoi. Mais par thématique, il peut y avoir des actions communes dans lesquelles les sports de pleine nature auraient tout à gagner. Jean-Luc, j'ai dit une bêtise totale. Si par exemple on imagine qu'un licencié de la fédération de canoë-kayak puisse avoir une forme de découverte d'une autre discipline outdoor. Je pense que ça fait partie des choses qui doivent pouvoir nous rapprocher. Autant la super licence, me semble, on est un peu loin du compte. Puis en plus, on aime bien chacun compter ses ouailles. Et puis, voilà, on est français d'abord, n'oublions pas quand même ça. Hein. On est toujours d'accord globalement, mais quand on arrive dans le pratique, ça se complique. J'aurais bien aimé, mais c'est les autres. C'est ce qu'a dit le président. Hein. C'est les Moi, collègues. Je suis d'accord, mais ils veulent pas. C'est les collègues. Bien sûr. On connaît bien ça. Donc, mais évidemment qu'il faut probablement travailler davantage ensemble. Alors, les études montrent que les pratiquants du canoë-kayak et sport de pagaie sont en général aussi des trailers, font du vélo, font de la course à pied ou de la marche ou de la randonnée. Et donc, qu'il va falloir créer des passerelles. Alors, on peut les créer. Tu évoquais l'idée des assurances. C'est complexe, mais pour autant, je pense que si on pourrait trouver un socle commun autour de l'assurance de nos différents sports de outdoor ou des responsabilités collectives qu'on peut porter ensemble ou des missions de sécurité qu'on peut avoir globalement au regard à l'art et la manière de pratiquer la nature de la bonne des manières. Je crois que là, on a quelques champs de coopération. Puis en général, quand on commence à s'entendre dans quelques coopérations, ça peut en entraîner d'autres. Donc rendez-vous, je pense, dans 1 an ou 2 à la même table ronde pour qu'on vous fasse un point d'avancement. Avec plaisir, l'année prochaine. Jean-Philippe, j'ai l'impression que votre idée a été adoptée pleinement, sauf par Frédéric qui vraiment est rétif. Non, je rigole Frédéric. Moi, je crois que on est d'abord des fédérations de clubs. Je veux dire, et chacun des clubs a des pratiques. Je veux dire, dans un club de course d'orientation, il y a peut-être des gens qui font de la randonnée, mais c'est pas le club qui l'organise. Il y a des gens qui font du vélo, etc. Donc, il y a des sujets communs. Il faut qu'on les adresse et il faut qu'on les adresse également en termes de business. C'est-à-dire que les organisateurs d'événements sportifs, ils l'ont bien compris, ils ont créé ici une chose qui s'appelle France Outdoor, me semble-t-il, pour peser de façon plus importante. Je crois qu'il faut qu'on ait la même démarche, nous, en tant que fédération, se mettre d'accord sur des sujets qui sont, je dirais, certes, des sujets de relations institutionnelles avec l'ONF, avec les gestionnaires de parcs, mais aussi en termes de visibilité, en termes de communication, en termes d'assurance. Je crois qu'il y a des choses à faire et voilà. Là-dessus, je pense qu'on est tous ouverts pour travailler ensemble. Ça tombe bien, Alain a recruté un community manager, je suis sûr qu'il pourrait vous le prêter. Mais j'en ai un, alors le problème c'est qu'est-ce que je vais en faire ? Ah oui, si vous avez en double, ça va pas marcher. Je me tourne vers la salle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester. Oui monsieur, au 3e, 4e rang. Je vais vous apporter un micro tout de suite. Merci Baptiste, l'homme à tout faire. Merci Baptiste. N'hésitez pas à donner votre nom et à poser votre question si jamais vous avez une question. C'est une simple observation. Oui, j'ai une question. Bonjour. François Debroux, pour le réseau d'écoles de ski et de pleine nature Évolution 2.
Donc on est un acteur privé du loisir marchand. Vous avez parlé de business, c'est assez formidable entre ce matin les cadors du business et puis cet après-midi les cadors des fédés, mais de se dire finalement ça se rejoint un petit peu avant et après le repas. Vous avez parlé de business, de vous marier finalement possiblement entre les fédérations. Quid de se marier avec les entreprises qui font travailler des pros, des moniteurs de ski, des guides de raf, des moniteurs de VTT, et finalement de rapprocher vos fédérations avec ce qu'est le grand public. Nous on a besoin d'aller trouver du monde. Et j'ai une seule analogie à faire, c'est le ski. La Fédération française de ski a comme gros partenaire financier Domaine Skiable de France, le syndicat national des moniteurs de ski français, donc les ESF. Et du coup, il y a ce cheminement qui se fait entre fédération et grand public et financement de la fédération par des œuvres qui sont des œuvres privées. Mais c'est un petit peu moins embêtant qu'à ça. On peut imaginer le chemin de Stevenson by Oka, ça peut marcher aussi, ça marcherait peut-être même mieux. Ça marche. Ça. Mais on peut aussi imaginer des passerelles entre des bases d'eau vive fédérales et des bases d'eau vive commerciales. On peut imaginer des passerelles entre les écoles de VTT MCF et puis la fédération, la FFC, et puis tout ce qu'il peut y avoir sur toutes les fédérations que vous représentez cet après-midi. Alors moi, aucun souci là-dessus, d'autant plus qu'on le fait. C'est-à-dire que, en gros, alors plus dans le domaine de l'escalade indoor, mais je le cite, on est en relation très étroite avec l'Union Sport et Cycle et l'Union des salles d'escalade, parce qu'il y a des sujets qui sont partagés, les histoires de recyclage des chaussons, le recyclage de pollution des salles d'escalade. Donc il n'y a pas de problème pour bosser pour échanger avec le secteur commercial de nos activités. Tu as cité les syndicats pro dans le domaine de la montagne, DSF et autres. On travaille avec eux, on est en relation sur un réseau de découverte du ski de randonnée, parce qu'on est Fédération Montagne et Escalade, on est délégataire pour l'escalade, le ski et le ski alpinisme, ski de randonnée. Et c'est des partenaires avec qui on échange régulièrement, et on va lancer cette année en relation avec DSF, l'ensemble des acteurs des domaines skiables, une initiative dans le domaine de la meilleure information à destination des pratiquants sur les itinéraires de ski de randonnée en station, et ça s'est fait en partenariat avec les pros du secteur, avec qui on a l'habitude d'échanger, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, il n'y a pas de blocage, en tout cas pour ce niveau-là pour nous. La Fédération française de canoë, de la même manière, est en train de s'ouvrir à ces nouveaux types de partenariats. C'est indispensable. Quand tout à l'heure, je parlais de manière générique, un bateau, une pagaie et de l'eau, je crois que c'est ça qui rassemble chacune et chacun. Après, chacun a son modèle. Faire du business, c'est pas un gros mot. On sort de l'idée associative qu'on avait du début. Puis en plus, le canoë, c'est un sport qui était un peu il y a quelques années, il y a bien longtemps, assez boy scout, on va dire, comme démarche, et qui est en train d'évoluer complètement vers cette ouverture-là et cette professionnalisation à la fois des acteurs, dans la mesure où chacun en bénéficie au fond. L'enjeu, c'est que chacun y trouve son compte, que le pratiquant occasionnel, quand il va faire sa descente d'eau vive, il soit heureux, et qu'ensuite il puisse poursuivre sa pratique dans un milieu plus fédéral, encadré, avec des clubs. Et cette articulation-là, on est en train de chercher le modèle. Je pense que vous allez pouvoir nous aider. Pour aller dans le même sens qu'Alain, nous on travaille déjà aussi avec de nombreux professionnels, avec les gens de l'UCPA, avec des voyagistes installés qui organisent des séjours rando parfois costauds, et donc on n'a pas de difficulté. En même temps et parallèlement, on forme nos animateurs aussi à l'itinérance et tout, et qu'il ne faut pas considérer comme des concurrents par rapport aux professionnels. D'abord, ils ne sont pas rétribués, etc. Mais c'est deux pratiques différentes. Il y a des clubs parfois qui préfèrent être rassurés en prenant des professionnels, et donc il n'y a pas de difficulté par rapport à cela, si ce n'est l'aspect économique, évidemment, parce que quand vous organisez un séjour, c'est forcément plus onéreux, et dans la période actuelle, c'est un élément qui compte aussi. Donc, Bien, une question, 3 réponses qui vont toutes dans le même sens, a priori. C'est assez unanime. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui, au fond, monsieur. Merci, Baptiste. Merci. Bonjour. David Hervé, responsable du pôle ressources, transition écologique, sport nature, Vallon-Pont d'Arc, Ardèche, France. Merci messieurs pour votre présentation. Je reprendrai juste les premiers mots du titre, l'engagement du mouvement sportif. Je pense qu'on n'a plus à en parler. Il est sans faille depuis des années, donc encore merci pour cela. Par contre, je souhaite vous interpeller sur la deuxième partie.
Donc, dans le cadre du développement et la promotion des sports de nature, alors vous avez évoqué la question des financements, nerf de la guerre, on le sait, la question des équipements, un autre nerf de la guerre, et puis le post-JO. Par contre, vous n'avez pas évoqué l'avenir des disciplines, notamment sport de nature, mais celles que vous représentez, au regard du réchauffement climatique, et donc toutes les questions de transition écologique. Et ma question est la suivante. Comment envisagez-vous ces prochaines années? Est-ce que vous avez déjà réfléchi sur un plan d'action sur comment doivent s'orienter vos disciplines pour répondre toujours à la pratique et aux nombreux pratiquants que vous avez évoqués, tout en conciliant la nature dans laquelle nous pratiquons et que nous aimons? Merci. Alors, je suis heureux de vous entendre parce que nous, Fédération de randonnée, on travaille avec vous et ce qu'on construit, ce qu'on co-construit ensemble, c'est intéressant dans la collecte de la donnée et après de l'exploitation qu'on peut en faire. Pour répondre plus précisément, comme dans toutes les fédérations, on a eu notre renouvellement de comité directeur l'an dernier. Ceux qui nous ont portés aux affaires n'ont pas été insensibles au fait que notre priorité absolue, c'était le développement durable. Pas parce que c'est un phénomène de mode, pas parce qu'il y a des problèmes de réchauffement climatique, mais parce que, d'abord, ça fait longtemps qu'on s'en préoccupe, nous, à la Fédération de randonnée, de ces sujets-là, et c'est de penser chaque action. On le pense, développement durable. Je fais une pratique compétitive du longe-côte. J'emmène des gens de la Méditerranée à l'Atlantique. Quel est son impact en termes de développement durable? Moi, je suis très favorable à ce que... Alors, je ne vais pas trop rentrer dans la technique, mais qu'on a un peu abandonné. Ici, en arrivant, je ne sais pas si vous l'avez récupéré, je vais illustrer mon propos avec quelque chose qui est fait par le département de l'Isère et le comité départemental de l'Isère, où on propose des randonnées au départ des gares, mais aussi, c'est tellement bien fait, des randonnées où vous prenez le bus, parce qu'il y a des territoires qui disent « mais moi, j'ai pas de gare, comment je fais pour faire du développement durable et pas me servir de ma voiture ?» Eh bien, le département de l'Isère est le bon exemple, puisqu'ils éditent une brochure où il y a une quinzaine de circuits qui sont proposés, au départ de la gare de Grenoble, au départ de la gare de Voiron. Il ne faut pas que je me trompe, si ça sort du département, je vais me faire mal voir. Et aussi l'accessibilité avec des bus. Je pense qu'il faut qu'on ait cette démarche-là en termes de développement durable. Je rajoute, et c'est un sujet que je connais un petit peu, parce que j'ai été un des premiers signataires avec le PSG, avec d'autres clubs, avec d'autres fédérations de basket, il y a la charte des 15 engagements éco-responsables des organisateurs de manifestations sportives. C'est un peu comme pas rentrer encore dans les détails, mais c'est un peu comme le PDIPR. Ça, c'est un guide pour l'action. C'est-à-dire que sur les 15 engagements, on ne va pas forcément tous les respecter. Alors, le plus flagrant, c'est la fin des gobelets plastiques, par exemple, y compris ceux qui sont en dur, parce que pour que leur empreinte carbone diminue, il faut s'en servir au moins 20 fois. D'accord ? Donc maintenant, on dit dans nos manifestations, nous, venez avec votre timbale et tout, etc. Mais il y a tout un tas d'engagements comme ça qui sont importants. Ça va même un peu plus loin, puisque le ministère nous a proposé d'adhérer aux 15 engagements éco-responsables des fédérations. Imposé, ouais. Enfin, moi, ça me gêne. Une proposition un peu ferme, quoi. Des impositions comme ça me gêne pas, moi, parce que je pense que s'il n'y a pas, voilà, il faut qu'il y ait des éléments déclencheurs comme ça pour qu'on s'interroge dans nos fédérations sur nos pratiques aussi. Et je pense que c'est important, toutes ces questions qui tournent autour du développement durable. Oui, donc pour compléter la réponse de Frédéric, c'est un sujet bien sûr sur lequel les sports de pleine nature, c'est pas qu'on faisait de la prose sans le savoir, mais ça fait longtemps qu'un pratiquant de sport de pleine nature est sensibilisé aux questions de protection de l'environnement, mais je dirais que ça s'accélère depuis quelque temps maintenant dans toutes nos formations fédérales. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Il y a des modules, des co-responsabilités dans la pratique sur lequel on forme les futurs encadrants. Il y a ça. C'est aussi un sujet sur lequel on regarde vers l'avant. On a recruté, on a un salarié qui est en charge de ces questions-là. On a choisi de mettre des forces au sein de la fédération en recrutant une personne chargée de la responsabilité sociétale des organisations, dont bien sûr l'éco-responsabilité et anticiper ce que seront nos pratiques à l'avenir. Donc on y est très sensible et assez acteur sur le sujet. Ça n'aurait pas de sens de ne pas le faire aujourd'hui. Donc nous, on a appréhendé le sujet à bras le corps. Jean-Philippe, pour le mot de la fin, peut-être. Non, la question, elle est complexe. On a évidemment des actions dans nos écoles de CO, c'est-à-dire pour les gamins à partir de 10 jusqu'à 18 ans. Il y a des modules de formation sur
sur le développement durable. Je veux dire, on mène des actions d'études d'impact systématiquement tous les ans sur nos compétitions, mais il faut quand même qu'on soit honnête avec nous-mêmes. 95% de notre impact carbone, il est lié au déplacement sur nos compétitions. Donc, je veux dire, voilà, quand j'ai du sport de haut niveau, que j'ai des championnats du monde qui ont lieu en Chine, c'est un peu difficile de ne pas envoyer l'équipe de France. Et pour l'envoyer en Chine, j'ai que le moyen de les envoyer par avion. Donc, il faut qu'au niveau international, on se pose des questions sur qu'est-ce qui est raisonnable en termes de volume de compétition. Est-ce qu'il faut qu'on continue à avoir des championnats du monde tous les ans ? Au niveau de nos compétitions nationales, aujourd'hui, on a dans le calendrier des démarches des clubs organisateurs qui se posent des questions et qui en viennent à proposer de bannir le déplacement en voiture, c'est-à-dire de proposer aux gens qui viennent au championnat de France de venir en train, et ensuite localement de déployer des systèmes de bus pour diminuer l'empreinte carbone. Mais je veux dire, ce travail sur l'impact de nos activités sportives, plus particulièrement les compétitions, il débute. Je veux dire, on commence à sensibiliser. Je veux dire, moi, je sais que cet été, j'étais au championnat de ligue qui avait lieu dans les monts du Forez. J'y étais en vélo. Mais je veux dire, la problématique, elle est quand vous êtes un club de 35 et que vous décidez de faire un déplacement en vélo en utilisant la SNCF, je vous souhaite bon courage parce qu'il n'y a que... si vous finissez par 6 places de vélo dans chacun des TER, quand vous êtes 30, ça veut dire que vous devez trouver 5 TER différents avec des horaires différents pour arriver à voyager en club. Voilà. Donc, vous ne serez pas les seuls à devoir faire des efforts. Voilà. Non, mais je veux dire, la problématique est complexe. On y travaille, mais je veux dire, on n'est pas parfait et on est bien conscient que notre activité compétitive, elle a des impacts en termes de tonnes de CO2 émises. On a une demande à formuler. Oui. Les autres ne sont pas sortis de leurs ateliers. On peut durer encore un quart d'heure. Mais non, malheureusement. On parlait de communication, non. on a encore plein de choses à vous dire sur nos fédérations. Mais vous allez rester présent à 17h à la sortie quand tout le monde pourra venir vous interroger. Ce sera formidable. Merci beaucoup Jean-Philippe Stefanini, Alain Carrière, Frédéric Montoya, Jean-Luc Rigaud. Une table où on a appris des tas de choses. Merci à vous messieurs.